Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT Breton dans l'actualité de ce vendredi 17 mai 2019. Est-ce la fin d'un mystère? Après la découverte d'une mystérieuse pierre gravée à Plougastel, certains revendiquent la résolution de l'énigme. Nous faisons le point avec vous dans un instant. Didier Desniel, journaliste au Télégramme. De la pêche pour le sport à Arzon en Morbihan, le concours de no-kill témoigne du renouveau de la pêche sportive. Et puis le moulin du Hénan sur l'Avenne est l'un des nombreux moulins à marée de Bretagne. Il vient d'être rénové et 20 ans ont été nécessaires pour mener à terme sa restauration. Didier Desniel, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous suivez cette énigme sur la commune de Plougastel, une énigme qui provoque beaucoup d'effervescence, la découverte d'inscriptions mystérieuses sur un rocher et qui a poussé la municipalité d'ailleurs à offrir une récompense à celui qui arriverait à déchiffrer les inscriptions sur cette pierre. Alors comment a-t-elle été découverte justement cette pierre? Cette pierre a été découverte principalement dans les années 70, puis elle est tombée dans l'oubli. Il y a quelques années de ça, un des adjoints a la retrouvée. Elle était recouverte d'une épaisse couche de lichen. Ils ont donc décapé et ils ont découvert ces inscriptions bizarres. La pierre, en fait, il s'agit d'un rocher gravé qui fait la taille d'un homme à peu près, sur laquelle apparaissent une cinquantaine de lettres gravées. Très énigmatique, il n'y a pas de sens de lecture. On se demande en quelle langue cette pierre était gravée également. Alors le mystère est entier et la commune a décidé de mettre un petit coup d'accélérateur justement à la résolution de ce problème en offrant une prime. Oui, une prime de 2 000 € qui sera offerte à celui qui déchiffrera ces inscriptions. Ils ont vraiment envie de savoir ce qui se cache derrière. Est-ce que c'est un rapport avec un naufrage, avec une sépulture? Ils ne savent vraiment pas. Alors il y a donc beaucoup de candidats qui se sont manifestés. Combien en tout? La mairie, dernier comptage, était à plus de 2000 demandes de dossiers, c'est-à-dire qu'il faut faire une demande en mairie, il faut s'inscrire en mairie, on reçoit un dossier de 80 pages avec toutes les inscriptions. Alors, ont postulé des Américains, des Polonais, des Russes, des gens de toute la planète. Et des candidats ont déjà dit qu'ils avaient des pistes. Alors, certains avancent déjà quelques pistes qui sont un peu bancales pour certaines, et tout ça s'est fait très vite. Il y a des gens qui travaillent avec Internet, avec Google Translate et des choses comme ça. Donc, la mairie espère trouver une véritable signification historique et patrimoniale. Alors, en parlant de patrimoine, justement, est-ce qu'il y a un lien avec le fort du Corbeau qui se trouve à quelques centaines de mètres? Non, j'ai posé la question à un spécialiste spécialiste des bastions de la rade de Brest. Il me dit que non, parce que les deux dates apparaissent sur cette pierre, enfin deux principales, 1786 et 87. Et à cette époque-là, il n'y a pas eu de travaux entrepris sur le fort du Corbeau. On a pensé à un tailleur de pierre qui aurait voulu laisser son empreinte, mais apparemment, ça n'est pas le cas. Est-ce que la résolution de cette énigme va ouvrir de nouvelles pages pour la commune, pour l'histoire de la commune? Peut-être si elle fait référence à un naufrage, peut-être un naufrage oublié, effectivement, ou voilà, on en saura plus dans quelques mois, logiquement, en décembre, on connaîtra le nom du lauréat, de la personne qui aura réussi à déchiffrer, si quelqu'un a réussi véritablement à déchiffrer ces énigmatiques message. Inscription. Merci beaucoup Didier de nous avoir renseigné sur cette quête justement de sens. Et on parle encore langue avec le directeur de l'Office public de la langue bretonne, Philippe Jacquez, qui a présenté à Quimper ce jeudi la dernière étude menée par la région sur le nombre de locuteurs de gallo et de breton. Alors cette étude est décrite comme la première avec des données aussi précises. En effet, elle a regroupé le témoignage de 8000 personnes contre 3000 dans les études auparavant. Et Philippe Jacquez a présenter les principaux enseignements de cette étude à Tara-la-Goutte. Gant an enklassement, e belaket varvel les eus ouspen 200.000 adultes à gomz brezonek. C'est zo un tammig muior eget na zangideom, ni zangideom e oa vraiment nebetor vid 200.000 adultes. C'est tu nebetor un tamm zo vid ar galauek tro kan dek a pevarugen 1000. Bezeus vraiment muormi adult yaouang a rag an ar brezonek. Bezeus a re yaouang vid ar poen ket niverus a war c'hoaz evit kempoeza en hiver à Régoz, il y a un an beplos. Voilà tout de suite la suite de l'actualité en images. C'est dans le 5 Info, présenté aujourd'hui par Benjamin Briand avec les rédactions du Télégramme. Gros coup de chaud à Lannion pour cet octogénaire. Un incendie s'est déclaré dans son habitation ce vendredi midi. Ce sont deux automobilistes qui passaient par là qui ont donné l'alerte. L'un d'eux a aidé l'octogénaire à évacuer les lieux. L'incendie serait dû à un feu de friteuse.
Plusieurs députés, dont 6 Bretons, s'engagent pour soutenir l'agriculture biologique. À l'initiative de Yannick Kerlogo, député des Côtes-d'Armor, et Sandrine Lefeur, députée du Finistère, ils ont écrit au ministre de l'Agriculture pour demander la sanctuarisation des terres exploitées en agriculture biologique. L'idée est de faire en sorte que les terres cultivées selon ces principes le demeurent en cas de changement d'exploitant. L'ambition est de faciliter l'installation des jeunes dans le bio. L'amendement des 80 km/h ne fait pas l'unanimité auprès des conseils départementaux de Bretagne. Ce jeudi, Édouard Philippe s'est dit prêt à confier au président le pouvoir de choisir quelle route secondaire pourrait repasser à 90 km/h. Une déclaration qui n'a manqué de faire réagir les élus bretons. Nathalie Sarah-Bézol, présidente du conseil départemental du Finistère, dénonce le coût élevé de l'opération. Alain Cadec, président du conseil départemental des Côtes-d'Armor, a quant à lui souligné un bel exemple de machiavélisme avec des élus que l'on veut faire passer pour des irresponsables. Le Pont-Aven ne quittera finalement pas les côtes bretonnes ce vendredi soir. Tout juste réparé, le bateau de la Brittany Ferries a dû s'arrêter à Roscoff dans la nuit de jeudi à vendredi. Un problème mécanique dans le système hydraulique du gouvernail empêche le maniement de la barre. Ça faisait à peine 3 jours que le ferry avait retrouvé les eaux. Et puis ce week-end, ce sera le lancement de la fête de la Bretagne. Les premiers temps forts commencent dès samedi. Plusieurs animations sont prévues un peu partout dans la région. À Vannes notamment, il y aura un tournoi de foot gaélique. Et puis à Roscoff, ce sera le festival qui met à l'honneur les traditionnels Johnnies. Retrouvez la liste de tous les événements sur letélégramme.fr. À Arzon, dans le Morbihan, se déroule actuellement la 7e édition du Barracuda Tour, une compétition internationale de pêche en no-kill. Cette pratique de pêche sportive vise à capturer les plus beaux spécimens de poissons et à les relâcher. Karine Chevrolet nous en dit plus sur cette pratique. On est sur un 43. Il est bon. Il est bon, mais il ne sera pas mangé. C'est le principe de la pêche no-kill, pratique sportive qui consiste à relâcher systématiquement le poisson. On sort en fait de la pêche traditionnelle qui était de prendre du poisson, le conserver, soit pour manger, soit pour plus tard mettre au congélateur. Et on est plus dans une pêche vraiment sportive où on essaye de préserver justement les espèces, de les remettre à l'eau. Quelque part, ça donne aussi une éducation, un objectif, voire une habitude de se dire ok, j'ai pris aujourd'hui 5-6 poissons, je vais n'en garder que un pour manger dans le cadre de sa pratique régulière en tant que loisir. Face à l'épuisement des ressources, cette méthode est perçue comme étant plus respectueuse de l'environnement. Ici, l'image de la pêche et du pêcheur évolue. Les poissons sont dans leur habitat naturel, on les en retire un petit moment et puis on les remet à l'eau. Voilà, on est plus sur du sport, sur du plaisir, sur de la sensation, sur de l'adrénaline. C'est surtout comme ça que l'on détermine un petit peu la pêche et que l'on voit la pêche, nous. Et ils sont 600 pêcheurs de 19 nationalités différentes à participer cette année au Barracuda Tour. L'objectif, cumuler le plus de points à travers les poissons pêchés. Le bar, par exemple, déjà sa taille légale c'est 42 cm, donc on ne compte que au-delà de 42 cm, on mesure les poissons. Et on va retenir les 5 plus gros poissons par équipage. Et ensuite, les autres espèces, on a comptabilisé 8 types d'espèces qu'on pourrait prendre. Et à ce moment-là, ça compte pour 10 points dans la compétition à chaque fois. Le plus gros bar pêché dans le golfe du Morbihan lors de cette compétition mesurait 83 cm. Les pêcheurs ont jusqu'à samedi pour tenter de battre ce record. C'est la chance, ouais. Je pense que quand ils ont faim, ils ont faim. Le moulin du Hénan à Névé, dans le sud du Finistère, est un moulin à marée remarquable. Son état a nécessité une rénovation qui a pris plus de 20 ans pour boucler le budget. Aujourd'hui, le moulin est en état de marche et accueille le public. Sophie Lecroisier s'est rendue sur place sur les bords de l'Avenne. Vieux de 7 siècles, le moulin à marée du Hénan, à cheval sur l'Avenne, a retrouvé son éclat d'antan. Il peut produire de la farine, mais il peut surtout raconter une histoire. C'est très intéressant de transmettre justement cette histoire-là et puis de l'évolution des métiers. Pour moi, c'est très important. C'est aussi de la culture, finalement. Cet aspect tourisme et économie,
c'est là-dessus que la commune compte. À l'intérieur, le mécanisme est en action et le public peut y découvrir la fabrication de la farine. L'arrivée du grain rentre dans l'orifice au centre des meules. Le grain est écrasé entre les deux meules. On obtient la mouture. Elle est dirigée dans un orifice. Ensuite, ça remonte par les emmeneurs et ça redescend dans la bleuterie gravitairement. Les municipalités se sont succédées à Névé, mais le projet de réhabilitation du moulin est toujours resté. Il aura fallu 20 ans pour trouver les 280 000 € nécessaires aux travaux et redonner vie à l'édifice, acquis en 1972 par le conseil départemental. On est dans la préservation des espaces naturels, de manière générale, et donc on a ce qu'on appelle des zones de préemption qui sont déterminées sur des cartes, dans lequel, quand il y a des ventes patrimoniales, donc le département se positionne pour acquérir ou pas en fonction de la qualité de l'espace. Il subsiste 60 moulins à marée en Bretagne sur les 114 édifiés. La plupart sont transformés en habitation ou en commerce. Rares sont ceux à suivre encore le rythme des marées. Jérôme Ouivet est photographe. Il partage son temps entre photos de windsurf à Hawaï et un peu partout dans le monde. Et puis également photos de paysages en France. Il y a quelques mois, il a survolé la Bretagne avec un paramoteur et aujourd'hui, il signe un livre de photos avec un autre photographe, Erwan Crouan, dédié au Finistère. Christophe Boucher a rencontré Jérôme Ouivet. C'est ici que tout a commencé, devant la petite chapelle de Saint-Sampson. Quand je suis venu ici lorsque j'étais adolescent avec mon meilleur ami. Et c'est là que j'ai l'amour pour la Bretagne, pour le Finistère, a commencé. Et cet amour ne l'a jamais quitté. Natif de Normandie, Jérôme Ouivet est un photographe chevronné. Amateur de surf et de planche à voile, il a concilié ses deux passions et fait ses armes à Hawaï, sur les plus belles vagues du monde. Aujourd'hui, pour illustrer la 2e édition de Vol au-dessus de la Bretagne, c'est en paramoteur qu'il a choisi de longer les côtes du Finistère. C'est l'engin aérien le plus adapté à la photographie. C'est une espèce de chaise volante, un parapente motorisé, très très simple à mettre en œuvre, un peu limité par le vent, mais qui permet de décoller d'une plage, d'un bout de champ et d'aller faire ces images avec une entière liberté et surtout une autonomie. Et sillonner les 1400 km de côte du Finistère à 50 km/h, c'est quasiment faire l'éloge de la lenteur et prendre le temps d'admirer un panorama à couper le souffle. Cette Bretagne vue du ciel, en fait, elle est déjà très colorée. Elle est étonnamment puissante en termes de couleurs, de couleurs flash, notamment sur l'eau. On a ici des eaux qui sont d'une transparence absolument incroyable, avec des bleus turquoise, on va du bleu indigo au bleu turquoise, des dégradés sur le sable. On a des paysages qui sont changeants et c'est un graphisme en fait qui saute aux yeux qui est évident. On a tout de suite un dessin très évident qui saute aux yeux vu du ciel. Je trouve que c'est un angle qui décrit très très bien en fait l'environnement, qui permet de mettre en valeur les paysages et puis aussi à travers ça mettre en valeur évidemment les gens qui y vivent. Si les photos sont sublimes, les textes d'Erwan Crouan décrivent avec subtilité et sincérité un paysage à découvrir et redécouvrir sans modération. Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez l'Instant T. Xavier Patrijon reçoit notamment le chanteur brestois Michael Guérand. Et puis vous retrouvez aussi la chronique Les Brèves de trottoir de Steven Leroy. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end. On se retrouve lundi à 19h pour un nouveau JT Breton.